Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit, consacrée aujourd'hui à un très grand penseur du conservatisme européen, pourrait-on dire, avec tous les guillemets que ce terme peut prendre tant l'école ou les écoles conservatrices sont nombreuses. Émission consacrée à Arnold Gehlen, penseur allemand, né en 1904, mort en 1976, qui est hélas assez peu connu en France, mais les choses sont en train de changer puisque depuis 2021, une actualité éditoriale importante autour de son œuvre est venue sur le devant de la scène, en particulier à travers la traduction, pour la première fois donc en français, de sa grande œuvre, L'homme, sa nature et sa position dans le monde, aux éditions Gallimard, dans la prestigieuse collection de bibliothèque de philosophie. Arnold Gehlen est un anthropologue, c'est un sociologue, c'est un philosophe. Son œuvre est abondante. Je signale également, et c'est très important du point de vue de sa réception française, la parution en début d'année, en février 2023 exactement, d'un autre titre d'ouvrage, d'un autre ouvrage d'Arnold Gehlen aux éditions Crisis, qui est un département des éditions de la Nouvelle Librairie. Il s'agit de Morale et hypermorale, ouvrage traduit par François Poncet. Je signale également, et c'est tout aussi important et beaucoup plus récent encore, la parution d'un numéro spécial consacré à Arnold Gehlen de la revue Nouvelle École, dirigée par Alain de Benoît. Ce numéro a paru il y a un mois environ. Donc il y a toutes les raisons, je crois, de mettre en avant ce penseur, cet anthropologue, dans cette émission. Alors pour en parler avec nous, Alain de Benoît précisément, je vais jouer le jeu de la présentation parce que cela s'impose. Vous êtes historien des idées, vous êtes philosophe, vous avez créé et animé cette émission, même les idées à l'endroit sur TV Liberté, vous avez publié de très nombreux ouvrages, de très nombreux articles, et vous avez donc, je l'ai dit, dirigé ce numéro spécial consacré à Arnold Gehlen. Avec nous également François Poncet, traducteur de l'allemand, en l'occurrence donc de cet ouvrage, Morale et hypermorale aux éditions Crisis. Vous avez traduit, vous avez collaboré à l'édition très prestigieuse des écrits de guerre, des journaux de guerre d'Ernst Jünger dans la collection La Pléiade aux éditions Gallimard. Vous êtes également le traducteur de la correspondance entre Carl Schmitt et Ernst Jünger en coédition édition Crisis Pierre-Guillaume Deroux. Et avec nous également Benjamin Demélé. Benjamin Demélé, vous êtes chargé d'enseignement en sciences politiques, vous êtes essayiste, vous avez consacré notamment un essai à Stefan Georg, le grand poète allemand, de la poésie, Stefan Georg et son cercle, de la poésie à la révolution conservatrice. C'est aux éditions de la Nouvelle Librairie, dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade, et vous connaissez très bien, bien sûr, le domaine germanique en particulier. Alors, Arnold Gehlen appartient à un courant philosophique que l'on appelle traditionnellement en Allemagne l'anthropologie philosophique. Il s'inscrit donc dans cette lignée. Alors, dans un premier temps, et avant d'examiner un certain nombre de caractéristiques de l'œuvre et de la pensée d'Arnold Gehlen, dans un premier temps, Benjamin Demélé, pourriez-vous nous dire ce qu'il en est de ce courant dit donc de l'anthropologie philosophique, de ses principaux promoteurs et des grandes lignes directrices qui le caractérisent? Oui, alors c'est une question qui est passionnante et qui est en même temps redoutable, parce que l'anthropologie philosophique, au fond, c'est là une appellation qui regroupe une constellation d'auteurs qui sont d'ailleurs assez différents, distincts les uns des autres. On songe à Max Scheler, on songe à Helmut Plessner. On songe bien sûr, et peut-être a fortiori, faudrait-il penser à lui, à Arnold Gehlen. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui unit ces hommes, c'est moins peut-être une méthode qu'une démarche, on pourra peut-être préciser cela, et c'est moins au fond un ensemble de conclusions que la volonté de répondre à un défi. Alors quel défi? Oui. Et évidemment, cette question de la centralité de l'anthropologie
se pose tout particulièrement à la fin des années 20 en Allemagne. Alors, bien sûr, la question de l'homme, qu'est-ce que l'homme? La question de la nature de l'homme, c'est toujours posée. C'est la grande question de Kant, entre autres, qu'est-ce que l'homme? Tout à fait. On pourrait trouver finalement chez Platon, chez Aristote, jusqu'à chez Kant, bien sûr, des questionnements. Bon. Mais je dirais que cette question n'a pas été considérée comme la question centrale d'un système philosophique et plus encore de toute compréhension de la réalité. C'est ça qui va unir ces auteurs qui sont confrontés à, de leur point de vue, une certaine obsolescence de la philosophie, à certaines limites des sciences sociales et qui doivent répondre, répliquer ou, et c'est plutôt leur option, s'articuler et s'unir aux sciences naturelles à la fin des années 20. Comment allier les données, non pas seulement du darwinisme, mais plus largement de l'évolutionnisme, en particulier, bien avant, on a l'évolutionnisme, excusez-moi, lamarckien, comment répondre finalement à ces données sans abandonner tout ce que la réflexion philosophique d'un certain idéalisme allemand a pu dégager, et en particulier comment penser la singularité humaine sans l'ensevelir dans l'animalité, sans le réduire au biologique, sans le noyer dans le fleuve du vivant. Comment répondre à ce défi? C'est au fond ce qui unit Plessner, Scheler et Gehlen. Alors c'est très intéressant parce que à la question donc qu'est-ce que l'homme, la tradition philosophique en général, vous vous êtes référé à l'idéalisme allemand, est assez a tendance, enfin est encline à considérer l'homme, par exemple, comme soit à l'image de Dieu dans la tradition biblique, à développer un point de vue très, oui, je crois que le mot idéalisme est le plus adéquat, un point de vue donc très idéaliste sur l'homme comme étant l'animal raisonnable, dira-t-on avec Aristote, enfin donc l'animal, le zoon, on tient l'animalité, raisonnable, on tient la raison. Mais donc, la caractéristique de cette école d'anthropologie philosophique, c'est de se saisir également des sciences naturelles. Quel est par quel biais s'en saisit-elle? Alain de Benoît? Oui, il faut bien situer le moment où apparaît cette école. Oui. Cette école est impensable avant que les travaux de Darwin et de ses successeurs aient établi la réalité de l'évolution. Et vous savez que lorsque les théories de l'évolution ont commencé d'être avancées, elles ont suscité des réactions parfois très passionnées, surtout dans les milieux religieux, qui disaient l'homme s'est créé à l'image de Dieu, on le fait descendre du singe, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, dans les milieux à la fois philosophiques et scientifiques, la grande question, c'est, une fois qu'on a admis que l'homme est un animal, la question se pose aussitôt de savoir s'il est un animal comme les autres ou s'il n'est qu'un animal. J'ai souvent raconté qu'un jour où j'avais rencontré à Vienne Konrad Lorenz, le prix Nobel pour ses travaux d'éthologie, Lorenz m'avait dit, si vous dites que l'homme est un animal, vous avez raison. Si vous dites qu'il n'est qu'un animal, vous avez tort. Et c'est en cela d'ailleurs que j'ai découvert que Lorenz était lui-même redevable des travaux de l'anthropologie philosophique. Alors, la grande tendance dominante dans le milieu scientifique pur, c'est un certain positivisme qui réduit l'homme à sa dimension biologique et dit qu'entre l'homme et les autres animaux, il n'y a qu'une différence de degré et pas une différence de nature. Et ceux qui veulent sauvegarder l'idée d'une spécificité humaine se sont généralement réfugiés soit dans des théories métaphysiques qui les faisaient complètement sortir du domaine scientifique, ou bien alors dans des théories comme celle qui fut en vogue à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, qu'on appelait le vitalisme. Oui. Et Gehlen, dans sa jeunesse, a été marqué par certains théoriciens de ce vitalisme. La grandeur, si l'on peut dire, et l'originalité de la théorie de l'anthropologie philosophique, c'est justement qu'elle cherche à établir la spécificité humaine
sans quitter le domaine scientifique, hein, et sans se réfugier dans les facilités de la métaphysique. Donc, c'est une école qui va argumenter, par exemple, à partir d'observations et de notions tout à fait scientifiques, comme la notion d'émergence. Oui. Hein, en disant que le passage des autres animaux à l'homme est comparable, dans une certaine mesure, au passage du physico-inerte à la vie, hein, que les différences de degrés finissent par créer un saut qualitatif qui équivaut à un saut de nature. Et les observations, l'observation centrale que va faire les auteurs de l'anthropologie philosophique, et notamment Arnold Gehlen, c'est la notion d'ouverture au monde. Voilà. Weltöffentlichkeit, n'est-ce Voilà. pas? Et c'est l'idée que l'homme, et là l'école s'appuie sur les travaux d'un anatomiste hollandais qui s'appelait Bolk, et qui a établi la théorie de ce qu'on a appelé la fœtalisation ou la néoténie, terme un peu compliqué, qui veulent dire simplement que l'homme a ce site particulier par rapport aux autres mammifères, qu'il est en quelque sorte un prématuré. Hein. C'est-à-dire que quand il naît, il est totalement dépendant, il ne sait rien, contrairement aux tout petits animaux qui, même à quelques jours, sont pourvus d'un instinct. Sont déjà. C'est-à-dire que l'homme n'est pas programmé dans... Ses instincts ne sont pas programmés dans leur objet. Il ne sait pas, par exemple, d'instinct ce qui est bon à manger ou ce qui ne l'est pas. Troisièmement, il est très pauvre en organes, en crocs, en griffes, hein, ce qui fait que ces véritables organes vont être ses outils, hein, que l'homme n'est pas lié à un climat particulier, comme les autres espèces, il peut vivre grâce à ses outils dans tous les milieux, et par conséquent, il y a chez lui quelque chose d'ouvert, et il doit répondre à cette ouverture en créant des outils et en créant des cultures, c'est-à-dire des institutions. Voilà, alors on va venir à cette grande question. Alors vous allez revenir là-dessus, mais c'est pour donner un peu le cadre. Le schéma général. Voilà. Tout à fait. Et alors, ce caractère prématuré, en quelque sorte, du petit homme, et cette ouverture dont vous avez parlé, Alain de Benoît, emporte évidemment un certain nombre de conséquences. Comment peut-on les décrire? Sur quel chemin peut-on s'engager pour essayer de les saisir? Qu'est-ce que cela implique, au fond, cette ouverture natale ou native? Disons qu'il y a une énorme compensation d'un déficit originelle, la pauvreté instinctuelle, le résidu instinctuel, ça pousse l'homme à échafauder par compensation toutes sortes d'outils. Alors des outils matériels, certes au départ, l'outil comme prolongement du bras, comme prolongement de la main, et puis de plus en plus des outils spirituels, ou bien des outils de plus en plus spirituels. Enfin, ça lance l'homme sur une trajectoire de spiritualisation qui va très loin, qui peut aller très loin, qui peut aller jusqu'au théologique, jusqu'au religieux. Le problème que pose l'anthropologie philosophique et Gehlen avec elle, c'est de ne pas oublier dans ce parcours de spiritualisation ou d'extension de la sphère humaine, de ne pas oublier l'origine. Parce que sinon, qui veut faire l'ange fait la bête, et on risque de tomber dans des aberrations telles que l'actualité nous en présente. C'est-à-dire l'origine, l'origine biologique. L'origine biologique. Oui. L'origine biologique. Donc il faut savoir faire retour à cette origine, il faut avoir une pensée qui reconduisent à cette origine, et il faut donc avoir une pensée circulaire ou cyclique qui se meuve toujours dans toute l'ampleur du champ anthropologique sans se laisser réduire à une linéarité
progressive, ce qui est la doxa des progressistes, à ne pas se laisser réduire à un sens unique. Je crois que c'est ça l'apport de l'anthropologie philosophique, qu'on a soupçonné de réduction au biologique, ce qui est injuste. C'est pas du tout... Oui, c'est une prise en compte. C'est tout à fait le contraire, en fait. Oui, sa grande caractéristique, c'est d'échapper au réductionnisme biologique. Absolument. Car la théorie implique que l'homme, en raison de sa plasticité relative, évidemment, de son ouverture au monde, a besoin des cultures. Il n'y a pas d'être de nature à l'état pur dans le domaine humain. Il n'y a que des cultures qui se donnent toujours au pluriel. L'humanité, c'est une suite ou une série de cultures qui ont des points communs et beaucoup de différences. C'est d'où l'une des phrases un peu slogan que l'on cite tout le temps de Galen, qui est la véritable nature de l'homme, c'est sa culture. Et le second point, parce qu'il est capital aussi, c'est que cette même indétermination relative, cette pauvreté instinctuelle, qui équivaut d'ailleurs à une surabondance instinctuelle, parce que dans le premier cas, il faut suppléer, et dans l'autre, il faut trier, conduit l'homme à agir constamment sur lui-même. Il doit faire toujours des choix. Il doit choisir dans les objets de ses instincts, de ses projets culturels, etc. Et là, on débouche sur une notion totalement nouvelle et proprement humaine, qui est la fameuse Geschichtlichkeit dont parlent les Allemands, c'est-à-dire de l'historicité, n'est-ce pas, pas l'histoire, l'historicité. L'homme comme le seul être capable d'avoir, de concevoir et de se donner une histoire. Voilà. Donc, le reproche du réductionnisme biologique n'est absolument pas fondé, puisqu'il y échappe par toutes ces considérations. Alors, je profite de vos remarques autour de cette question de l'instinct et de cette idée selon quoi qu'il faut essayer à la fois de les orienter, de les développer. Il y a une notion clé dans l'œuvre de Galen, que l'on rencontre très souvent, c'est la notion de délestage, de principe de délestage. Quel est-il ce principe-là, Benjamin Demélé? Oui, alors ça c'est tout à fait passionnant, et je pense que c'est à raison que nous pouvons insister sur le fait que l'anthropologie philosophique, et a fortiori l'anthropologie philosophique telle que Galen la développe, n'est pas un réductionnisme biologique. Ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, notons tout de même que même des personnalités comme Adorno, dans les années 60, ne lui feront pas ce reproche. Même Horkheimer, qui était plus virulent à son égard, ne lui faisait pas ce reproche précisément. C'est plutôt un reproche qui lui a été fait durant la période nationale-socialiste qu'il a dû traverser d'ailleurs. Bon, cette notion de délestage est tout à fait fondamentale. À partir du moment où l'être humain est un être déficient, un être lacunaire, c'est cette notion qui dérive, qui découle directement de sa prématuration, du processus de fétalisation, pour reprendre cette expression de Bolk, voilà, c'est la néothénie. À partir du moment où il est un être déficient, lacunaire, il a en effet besoin d'une seconde nature qui est précisément la culture. Alors pourquoi précisément? Parce que, comme le disait nettement Alain de Benoît, le chaos impulsionnel, l'indétermination de l'homme, le contraint à se réguler et en même temps, simultanément, à s'orienter. Alors comment tout à la fois réguler son chaos impulsionnel et l'orienter? Eh bien, c'est là qu'intervient le délestage. Nous avons besoin d'habitudes, de circuits, de schémas sur lesquels, c'est d'ailleurs une expression que Galen emploie, sur lesquels nous appuyer. Nous avons besoin d'une certaine manière de prothèses qui sont des prothèses soit visibles, soit invisibles. Elles sont en fait systématiquement les deux. Ce sont à la fois éventuellement des outils et en même temps des symboles, le tout à la fois. Et ce sont également, alors je dirais dans un premier temps des organisations humaines, si l'on veut, l'organisation humaine. Bon, on va y venir. Peut-être avant de venir à la notion d'institution qui est tout de même bien plus précise et bien différenciée. Mais nous avons besoin de prothèses pour exister et canaliser notre chaos impulsionnel. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Galen, vous parliez par exemple finalement de la problématique de l'histoire et de l'historicité. Galen a
une vision de l'histoire, une interprétation de l'histoire, et dans son ouvrage de 1956, Urmensch und Spätkultur, qu'on peut traduire par finalement l'homme premier et la culture tardive, ou l'homme originel et l'homme du déclin, et la culture du déclin, si l'on veut forcer les termes, essayer de leur faire dire tout ce qu'ils peuvent dire de sous-entendu, d'implicite dans un certain contexte culturel, ça peut évidemment se discuter. Dans cet ouvrage, Gehlen, Analyse d'histoire, est fait du totémisme le fondement au fond de toute culture. Le totémisme, c'est la première manifestation identifiable, majeure, du délestage et par suite de ce qu'il va appeler les institutions. Alors là, peut-être simplement un mot sur cette affaire de totémisme qui peut sembler un petit peu étonnant. Je signale d'ailleurs que le numéro de Nouvelle École comprend un article consacré à la notion de magie. Absolument, qui a été traduit en effet par Frédéric Castel pour l'occasion, qui est un article inédit très important, je pense. Tout à fait. Cette notion de totémisme est intéressante. Vous voyez, quand on parle de Gehlen, on évoque à la fois l'anatomie comparée de Bolk et l'ethnologie, l'anthropologie, qui va chez lui finalement de Lévi-Bruhl à Lévi-Strauss. Donc c'est quand même très vaste. Alors, pour Gehlen, effectivement, le passage des chasseurs-cueilleurs au néolithique se fait par le totémisme puis par la magie. Les collectifs instaurant des rites d'identification à des animaux tutélaires auraient été amenés, dans le cadre précisément de leur rite, de leur danse mimétique, à s'identifier collectivement à l'animal totem, à l'animal totémique. Et dès lors, ces collectifs auraient instauré et intériorisé un tabou, puisqu'ils sont cet animal totem, on ne peut le chasser, on ne peut le tuer. Et par transfert sur le collectif, cela aurait donné, nous dit Gehlen en tout cas, cela aurait donné le tabou de l'anthropophagie, l'interdiction du meurtre à l'intérieur de la collectivité, qui est en fait la collectivité rituelle, donc c'est toujours en acte, ça, il faut venir à ça, et en même temps le tabou de l'anthropophagie. Et plus profondément encore, dans l'accomplissement même des danses mimétiques, l'homme s'assimilant à un animal s'éprouverait tout de même dans sa différence avec cet animal, inévitablement. Et donc c'est paradoxalement ce qui permettrait l'individuation psychique spécifiquement humaine, nous dit Gehlen. Alors là, c'est une thèse très dense, qui est considérable, mais qui peut avoir des implications au terrain. Et du coup, le totémisme est pour lui ce grand rite originel par lequel l'homme s'éprouve et par lequel l'homme accomplit un premier délestage. Il va instaurer l'interdiction du meurtre, l'interdiction de l'anthropophagie comme une habitude et comme une habitude sociale, donc comme une régularité sociale, précisément dans l'action rituelle qui mobilise quelque chose qui n'est pas humain, qui mobilise un symbole matérialisé. Ça, c'est quand même déjà assez extraordinaire. Gehlen est un lecteur de Freud ou non? Oui, alors Gehlen, ça c'est très intéressant. En fait, il serait plus rapide de se demander qui Gehlen n'a pas lu d'une certaine manière. Parce qu'on peut trouver sous sa plume des références à Freud, à Bergson, à Sorel, bien sûr, aussi bien qu'aux théoriciens de l'action et de la démocratie américaine. Donc c'est extrêmement vaste. Cela dit, il faut tout de suite évacuer, c'est le cas de dire quelque chose, je ne veux pas dire refouler, mais il faut tout de suite évacuer quelque chose. Freud nous renvoie au tréfonds et éventuellement à sa résurgence et à son influence. Or, la notion d'intériorité pour Gehlen doit être évacuée. Gehlen, avec mauvais jeu de mots, n'est-ce pas, est un homme qui n'a pas d'état d'âme. C'est-à-dire, il évacue l'intériorité. Et son exemple du totémisme est intéressant parce que le totémisme, n'est-ce pas, c'est un acte. C'est un acte. Et pour lui, l'homme est essentiellement acte et la société est essentiellement acte et structure d'acte. Donc la question de l'intériorité n'est pas extrêmement importante. Décisive, oui. Pas décisive. Alors, venons-en enfin à cette notion tout à fait centrale des institutions, de l'institution, puisque donc l'homme est un être d'ouverture, un être ouvert. Les institutions jouent en quelque sorte face à ce possible chaos instinctuel ou pulsionnel, joue un rôle, semble-t-il, de garde-fou.
est-ce que le conservatisme, là encore, le mot est délicat et parce qu'il est très polysémique, et je le mets vraiment entre guillemets, est-ce que Gehlen porte de facto sur quelqu'un, d'abord comment conçoit-il les institutions, et porte-t-il de facto sur toute institution un jugement positif, en ceci qu'une institution, même la plus détestable, ou en tout cas ou la moins efficace, ou la plus condamnable qui soit, est préférable, compte tenu de ce qu'est la nature de l'homme, donc comme maître de culture, est préférable à une absence complète de digue ou de barrière. Toute institution est telle une digue, un rempart. En quoi donc cet homme défini comme être de culture trouve dans les institutions un aboutissement fondamental pour la vie en société? François Poncet? Alors, un aboutissement ou un point de départ, parce que oui. Si l'on parle d'institution, on peut en parler en termes d'autorité, d'interdit, à la limite d'oppression, et ça c'est une critique qu'on n'a pas manqué de faire à Gehlen, et notamment Hans Blumenberg, qui lui a reproché un absolutisme des institutions. Mais il faut bien voir que dans l'idée de Gehlen, c'est-à-dire dans l'idée de délestage de l'homme qui s'en remet pour une certaine partie des choses aux institutions, il y a certes une part de soumission, mais il y a une part d'émancipation. L'homme se soumettant, si l'on veut, d'un côté, est libéré d'un autre, et ça libère des énergies spirituelles qui peuvent se sublimer, qui peuvent s'étendre à des domaines supérieurs et jusqu'aux domaines religieux et théologiques. Et finalement, cette notion de délestage de Gehlen, ça n'est pas une démission. Si l'on regarde bien, c'est une notion qui entre en concurrence avec la notion des progressistes, qui est l'émancipation. Absolument. Les progressistes nous parlent d'une émancipation progressive de l'humanité qui se spiritualiserait d'elle-même, on sait pas trop comment. Et qui passe par la destruction souvent des institutions. Enfin, oui, en tout qui cas, passe par la destruction des institutions. Alors que Gehlen nous montre que les institutions, c'est quelque chose sur quoi on s'appuie. Et pour pratiquer, enfin ce qu'il appelle l'extension ou l'expansion ou l'amplification, Erweiterung, pour étendre la sphère humaine dans des domaines toujours plus vastes et toujours plus lointains. Donc il n'y a pas là-dedans de soumission, d'aliénation comme on pourrait être tenté de le reprocher à Gehlen et à l'anthropologie philosophique en général. Il y a une chose qu'il faut souligner à cet égard, c'est que la querelle autour de la signification des institutions a été l'un des grands thèmes des querelles entre Gehlen et Adorno, par exemple, c'est-à-dire Théodore Adorno, grand représentant de l'école de Francfort, pour qui, pour dire les choses de façon rapide, toute institution était finalement, en dernière analyse, de nature répressive et mutilante. Alors que Gehlen montrait au contraire l'autre face de l'institution, qui est au contraire profondément, comme vient de le dire François Poncet, émancipatrice. Et l'influence considérable, parce qu'il faut le signaler, que Gehlen a exercé à partir, disons surtout des années 1950, dans l'Allemagne fédérale d'après-guerre, dans le camp conservateur, c'était dû plus encore à ce qu'il disait des institutions qu'à ce qu'il avait dit sur l'homme, qui à mon avis est quand même plus important, l'homme en tant qu'être de manque, être lacunaire, être de manque, Mangelwesen, n'est-ce pas? Or, c'est dommage qu'on n'en ait pas plus parlé de ce second aspect, parce que regardez par exemple des querelles qui réapparaissent tout le temps, l'hérédité et le milieu, l'inné et l'acquis. Bon, là-dessus, le moulin tourne, chacun défend une thèse. Avec Gehlen, ça se résout en montrant que
ce sont des querelles qui n'ont pas lieu d'être. Hein. C'est comme le corps et l'âme, hein. Tout ce qui est de type dualiste, Gehlen le rejette. Hein. L'opposition du corps et de l'âme se résout dans le fait que l'âme, c'est le principe vital du corps. Oui, bien sûr. Bon. Si la véritable nature de l'homme, c'est sa culture, hein, alors à ce moment-là, culture et nature prêtent une toute autre résonance que dans les deux grands courants de pensée vis-à-vis desquels l'anthropologie philosophique exerce sa critique, c'est-à-dire d'un côté les tenants d'un réductionnisme biologique qui vont dire l'homme est un animal et rien d'autre, et à l'autre bout, je dirais Kant par exemple, pour qui, tout à l'inverse, l'homme est d'autant plus humain qu'il s'arrache à l'animalité, qu'il rompt avec le biologique, n'est-ce pas? Donc d'un côté le pur biologique et de l'autre le pur refus du biologisme. Hein. Le biologisme méprisant de la culture et la culture méprisant de la biologie. Ben, tout ça se résout chez un auteur aussi fondamental que Gehlen, dont il faut seulement déplorer qu'il fallu plus de 60 ans pour que son livre sur l'homme soit traduit en France, plus de 40 ans pour que son livre sur la morale soit traduit, et ainsi de suite. Oui, je précise d'ailleurs à ce propos que son grand livre, donc L'homme, a été publié pour la première fois en Allemagne en 1940 et qu'ensuite, 10 ans plus tard, en 1950, donc une édition augmentée a apparu. Alors, une petite parenthèse, mais qui n'en est pas une, au fond, François Poncet, on a beaucoup au cours de cette émission forcément cité un certain nombre de termes, de vocables allemands. Vous qui êtes traducteur de Gehlen, entre autres bien sûr, comment qualifieriez-vous la langue de Gehlen? C'est important parce que bien souvent la langue philosophique allemande est considérée comme, enfin, de manière un peu étrange pour nous. On songe immédiatement à des penseurs comme Heidegger ou autre. Comment peut-on qualifier l'allemand et le vocabulaire même de Gehlen? Disons que Gehlen s'est tiré parti de l'étymologie, sans aller dans cette direction aussi loin que Heidegger, qui est quand même le recordman, je pense, de l'exploitation étymologique de la langue. Mais il y a une ouverture étymologique chez Gehlen et qui nous ramène à l'idée d'institution, institution politique, institution religieuse, institution morale, qu'il justifie par une reconduction à l'origine biologique qui, dans ce cas, est l'instauration humaine, c'est-à-dire le fait biologique de l'Homo erectus, ce qui distingue l'homme des espèces animales. Le fait qu'un jour l'homme se redresse, se met debout, donc libère ses deux mains, avec en plus l'opposition du pouce et du reste des doigts, étant la portée de son regard. Donc il y a une instauration humaine au départ, qui est un plus biologique, si l'on veut, et qui va se traduire par toutes sortes d'extensions et d'expansions spirituelles. Et je crois que là, ça se traduit dans le langage de Gehlen, qui prend le langage au sérieux, et dans l'ouvrage qui nous occupe, Morale et hypermorale, ça se traduira au dernier chapitre par un coup de gueule en règle contre la novlangue. Bien sûr. C'est-à-dire contre la langue de la pensée unique, et le langage totalitaire, la contre-vérité totalitaire érigée en pratique. Oui, c'est le langage de la religion contemporaine, en quelque sorte. Oui, le langage de la religion contemporaine qui va dénoncer. Alors, Benjamin Demele, peut-être voulez-vous ajouter un mot sur c'est tout à fait intéressant. Cette évocation, effectivement, de la fin de morale et hypermorale est assez, j'allais dire, savoureuse, parce que ça faisait jaillir ce mot
qu'il a pu avoir en présence de Adorno. Et justement, il s'agissait d'une querelle sur les institutions au fond et de la question de l'aliénation ou de l'accomplissement. Et c'est très intéressant parce que si Adorno et Gehlen pouvaient être très fréquemment d'accord lorsqu'il s'agissait d'évoquer l'art moderne et ses évolutions, par exemple, ou les effets de la bureaucratie sur la personnalité et l'érosion de la personnalité. Finalement, lorsqu'il s'agissait d'aborder ce qu'était l'institution, c'est-à-dire au fond, en effet, une sorte de dispositif de contrainte ou au contraire un dispositif d'accomplissement, quitte à ce que la personnalité humaine ne puisse s'y exprimer que partiellement, eh bien, ma foi, c'était là, à ce moment de la conversation, que Gehlen devait dire à Adorno, nous arrivons au point où je dois vous dire non. Je dois vous dire non. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion possible parce qu'en effet, c'est toute la définition de l'institution qui diffère, qui s'oppose chez ces deux auteurs. Et là, peut-être, je me permettrais d'évoquer le nom d'un juriste français, Maurice Horiou, et qui a beaucoup influencé Gehlen et qui peut être vu comme une sorte d'adversaire intellectuel de la pensée de Durkheim et des gens qui encore aujourd'hui s'en revendiqueraient quant à l'institution. Au fond, partons de cela, pour Durkheim, et je crois que c'est en fait le cas pour Adorno et une partie de l'école de Francfort, somme toute, il y a là une opposition assez irréductible. Les institutions, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de la religion, de l'armée ou que sais-je, sont des émanations de la société, je ne peux pas dire du coup du corps social, mais sont des émanations de la société. Donc elles proviennent d'elle et c'est la société qui continue à les légitimer. Tandis que pour Gehlen, je ne peux pas dire que c'est tout à fait l'inverse. Hein. Vous parliez du dépassement du dualisme, ça c'est fondamental chez lui. Gehlen reprend et radicalise, mais avec finesse, la thèse d'Horiou qui voulait qu'au fond, une institution, c'est la connexion entre une idée directrice, ce qu'il appelle une idée directrice, et là avec le totémisme, par exemple on a le tabou, typiquement, entre une idée directrice et un intérêt vital. Et au sein de cette connexion, le groupe social, les individus peuvent entrer en communion, ça c'est le terme d'Horiou, et plus encore, ils peuvent même à terme entrer en communion avec l'institution si elle est authentique. Donc ça va très loin, lorsque l'institution parvient à sa personnification. Et Gehlen n'est pas très loin de cette thèse, et au fond, il n'y a pas d'homme sans institution, et dès lors, opposer un individu à l'État ou un individu à la société, c'est une absurdité conceptuelle pour Gehlen, car l'institution est tout à la fois individuelle et collective, elle assure la régularité sociale. Alors, juste un petit mot pour dire que l'institutionnalisme juridique de Maurice Horiou, qui est malheureusement lui aussi un peu oublié aujourd'hui, a eu également une grande influence sur Carl Schmitt. Il y a eu une période de sa vie où Carl Schmitt a été très profondément influencé par Maurice Horiou. Maintenant, sur le livre sur la morale, il y a une chose qui est amusante parce que on a parfois dit que c'est le seul livre polémique de Gehlen. Bon, attention, c'est de la polémique allemande, donc très érudite, c'est pas Léon Blois ou Jean Caux, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce style-là. Mais moi je suis très frappé, en lisant ce livre, dans l'excellente traduction qu'en a donnée François Poncet, de voir à quel point cet ouvrage, qui a maintenant 40 ans à peu près, environ, facilement au moins, est vraiment d'une actualité formidable et a été très précurseur. Car Gehlen, avec ce terme génial d'hypermorale, caractérise une société que tout le monde décrivait de son temps un peu comme essentiellement permissive. Or, finalement, c'est lui qui avait tout à fait raison. Aujourd'hui, ce qui s'est abattu sur le monde, c'est pas du tout la permissivité qui ne décrit qu'une petite partie des phénomènes sociaux, c'est au contraire une chape de plomb morale. Et puritaine. Et puritaine. Le nouvel ordre moral porté par le wokisme, porté par la cancel culture, porté par le politiquement correct, la pensée unique, la théorie du genre, l'idéologie des droits de l'homme, qui est une idéologie certes juridique, mais juridique d'inspiration éminemment morale. Nous crevons, si l'on peut dire aujourd'hui, de cette
ce tsunami de moralisme, Nietzsche aurait dit de moraline, hein, où maintenant l'empire du bien se déchaîne en disant c'est moi la morale. Absolument. Et c'est cette hyper-morale que dénonce Arnold Gehlen dans ce livre qui vient de paraître. Voilà, c'est un livre d'une très grande actualité, en effet, à partir de ce débat autour d'Adorno, de l'école de Francfort, des mouvements dits freudo-marxistes, enfin, quelle est cette, pour filer la métaphore nietzschéenne ou la formulation nietzschéenne, quelle est cette généalogie de l'hypermorale, si j'ose dire? Parce qu'effectivement, Gehlen est au cœur, pour le coup, de l'actualité, si j'ose dire, avec cet ouvrage-là, donc Morale et hypermorale. Sa condamnation, disons, le démonisme, de l'humanitarisme, passe par quelles analyses? Il voit tout ça poindre, il voit aussi, comme Julien Freund le verra, le reflux du politique en lui-même, puisqu'effectivement, si on est freundien, on parlait de Carl Schmitt, bon, c'est une école assez voisine, si on est freundien, il y a une autonomie du politique, et il y a une autonomie de la morale, comme il y a une autonomie du politique, etc. Donc, quelle est cette généalogie de l'hypermorale que condamne, bien entendu, de manière on ne peut plus contemporaine, donc 50 ans après l'apparition de l'ouvrage, Arnold Gehlen? Oui, ce qui est intéressant, c'est que de la même manière qu'il y a, ou peut y avoir en tout cas, une autonomie du politique, de l'économique, etc., en fait, il y a une autonomie des sphères ou des instances de l'éthique ou de la morale chez Gehlen. C'est-à-dire que ça, c'est une idée que je trouve quand même très, très forte, extrêmement intéressante. Pour lui, finalement, on ne peut pas tant parler de la morale que d'une série d'instances morales qui s'articulent ou qui entrent en tension, ou qui même peuvent s'avérer purement et simplement contradictoires, mais qui de toute manière structurent le comportement, l'éthique, l'éthos de chaque individu. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On peut peut-être dire rapidement, François Poncet le dirait mieux que moi pour l'avoir traduit, il y a finalement donc ces quatre instances. La première, au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler une éthique de la réciprocité, une éthique qui naît de l'échange social le plus habituel. Ensuite, on peut distinguer des vertus physiologiques. Il y a tout de même, non pas des instincts, mais des tendances naturelles, des quasi-instincts, en tout cas, des résidus instinctuels qui permettent encore d'appuyer des comportements sociaux et même civiques, finalement. La défense du territoire, par exemple, est quand même prise en compte par Gehlen, l'amour maternel aussi. Et puis, il y a ensuite les vertus normalement propres à la famille, propres au foyer, et seulement ensuite on retrouve cette éthique des institutions, cet ethos des institutions, et ensuite cette éthique de l'État, qui, Coriot d'ailleurs, et là encore on retrouve, me semble-t-il, une influence, qualifiait d'institution des institutions. Ça, ça me semble assez proche de Gehlen tout de même. Bon, mais finalement, l'hypermorale émerge lorsqu'une sphère, lorsqu'une instance cherche à s'autonomiser, et en l'occurrence c'est celle des vertus ou des catégories familiales ou des comportements familiaux, disons. L'hypermorale... Sur le mode privé en quelque sorte. Exactement, c'est le moment où finalement ce qui ne pouvait émerger, ne devait émerger que dans la sphère privée, même la plus intime, prétend devenir vision du monde, politique, vision globale, et finalement reconfigurer l'intégralité des instances morales et même des institutions. Je crois qu'on pourrait peut-être dire que la morale, l'hypermorale, il y a deux grandes caractéristiques. La première, c'est que ce qui appartient au domaine de la morale privée est pris comme l'exemple de la morale publique. Prenons un exemple tout à fait simple. L'hospitalité, par exemple, qui est une grande vertu qui remonte bien sûr à l'Antiquité et d'ailleurs à toutes les sociétés traditionnelles. Ça n'a pas du tout le même sens pour vous quand quelqu'un vous demande l'hospitalité. Et si vous êtes un chef d'État et que ce sont des millions de gens qui se prestent aux frontières en vous disant respectez la vertu d'hospitalité. On n'est pas dans le même domaine. Donc le moralisme, c'est de croire que la morale privée est la même chose que le bien commun et le bien public. Et deuxièmement, c'est de faire en sorte que la morale collective
se substitue aussi à la morale individuelle. Je veux dire, dans l'idée, autrefois, disons, pour faire simple, la morale définissait ce que la personne devait faire pour respecter les notions de bien et de mal. Aujourd'hui, ça s'est déplacé du bien vers le juste. Ce qu'il est juste que la société soit. La société serait plus juste si les gens se comportaient tous de cette façon-là. Donc, on part, ce n'est plus tellement de l'individu que l'on soumet à une exigence, c'est la société qui doit changer pour être transformée selon un devoir-être et non plus selon les catégories simples de l'être, pour devenir, entre guillemets, plus juste. Ça, c'est aussi un aspect important. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur la différence entre le bien et le juste, mais on va s'arrêter là parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de philosophie. Mais je crois que ce sont deux points qu'il faut faire bien apparaître. François oui, alors ce que je voudrais ajouter, c'est que en dehors de ce schéma généalogique que vous avez fort bien retracé, la procession des différentes instances morales à partir les unes des autres, c'est un schéma qu'on peut considérer comme construit, comme un peu abstrait. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'ouvrage, c'est que Gehlen illustre ça par l'examen approfondi de deux moments historiques précis. L'un emprunté à l'Antiquité, qui est la défaite d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse, l'autre qui est la défaite totale de l'Allemagne à la suite du Troisième Reich. Et donc ce sont deux moments historiques précis où nous avons très concrètement un exemple de l'effacement du politique par la défaite. Une défaite qui discrédite le politique et qui donc déplace les valeurs vers la sphère privée. Et ceci se reproduit sous nos yeux, quasiment, avec la défaite allemande de 1945, où il y a un effacement total de l'État allemand, de l'idée même de l'État, qui reparaît sous une forme tout à fait édulcorée, abâtardie de l'État-providence. Alors, dans cet ouvrage, donc, il y a le schéma généalogique un peu à la manière nietzschéenne, quand Nietzsche parle d'une généalogie de la morale, et il y a une illustration historique fort bien vue, fort détaillée, et c'est un des grands intérêts, je pense, de l'ouvrage. Alors, l'émission avance, et évidemment, c'est important d'avoir souligné ce dialogue et cette confrontation entre Gehlen et Adorno et l'école de Francfort. Quelques mots sur Gehlen dans l'Allemagne contemporaine et dans son débat, ou son non-débat, je ne sais pas, avec Habermas, qui est évidemment l'un des penseurs allemands les plus valorisés, disons, dans l'Allemagne contemporaine. Qu'est-ce que l'on peut en dire dans le cadre donc de cette réception, en quelque sorte, de l'œuvre de Gehlen, Benjamin Demele? Oui, en fait, Gehlen est présent en Allemagne, il est présent chez de très grands auteurs qui ont aujourd'hui encore une influence considérable. Je pense par exemple en sociologie à Niklas Luhmann, qui n'est mort qu'en 1998, mais dont l'œuvre reste aujourd'hui un monument de l'après-guerre, par exemple. Gehlen est même présent, en fait, de bien des manières chez Habermas, même si la dette n'a pas été, c'est le moins que l'on puisse dire, reconnue, pour ne pas dire soldée, en tout cas. Donc Gehlen, en fait, exerce une influence intellectuelle souterraine à travers ses écrits, pour le pire et pour le meilleur. Là. Et alors, la question est de savoir, au fond, comment Gehlen a pu influencer la vie intellectuelle allemande d'après-guerre. Autrement dit, a-t-il été véritablement une figure d'un nouveau conservatisme, ce à quoi prédisposaient, veuillez m'excuser, me semble-t-il, les thèses très intéressantes et avant-gardistes de l'homme, ou même de son ouvrage de 1956, Urmensch und Spätkultur,
ou bien a-t-il été en quelque sorte une caution morale, tant pour les nouveaux libéraux conservateurs allemands qui se sont recomposés et qui d'ailleurs, en fait, à partir des années 60, viennent pour partie d'une gauche modérée qui s'inquiète des soubresauts de l'Allemagne de l'époque. Ça, c'est une véritable question. Il est sûr qu'un nouveau conservatisme n'a pas été fondé. Et dans son dialogue avec Adorno, avec Habermas, qui ont pu voir en lui, c'est en tout cas le cas d'Adorno, un alter ego nécessaire, mais aussi authentiquement apprécié finalement, n'a-t-il pas permis à ces auteurs, à ces penseurs de se légitimer malgré lui, alors même qu'il a tenté, après-guerre, en publiant dans des revues, dans des Mercos par exemple, en participant à des conférences, on lui a proposé de participer très habituellement à l'activité éditoriale du Spiegel aussi, il a pourtant tenté d'influencer l'Allemagne de son temps, mais il n'y est pas tout à fait parvenu. C'est-à-dire qu'il oui, n'a pas créé d'école au sens. Plus exactement, il a eu des disciples, mais qui ont constitué comme une sorte d'archipel dans le paysage intellectuel, plus que comme école au sens plein du terme. En un mot, comment situer Arnold Gehlen à l'endroit du libéralisme? Du libéralisme, j'entends moderne, enfin, que peut-on en dire en un mot? On a évoqué le conservatisme. Est-ce qu'on peut le qualifier d'une manière très sûre de ce point de vue-là ou pas? Alors, je dirais vraiment très rapidement qu'il est évident que Gehlen n'est pas un auteur libéral, c'est un penseur de l'action et du déploiement du monde humain par l'action, celle-ci étant indispensable des institutions. Il ne peut donc pas être libéral, et par ailleurs, l'individuel et le collectif se déploient simultanément chez lui. C'est tout à fait opposé au libéralisme. D'un autre côté, on pourra dire, je crois que Gehlen aurait malheureusement accepté cela, on pourrait dire qu'une bureaucratie efficiente, même si elle n'est pas un assemblage d'institutions authentiques, orientées par une ou des idées directrice, eh bien, cette bureaucratie efficiente vaut toujours mieux que la subversion, que le chaos impulsionnel qui était proposé dans les années 60 et conclut, pour ma part là-dessus, est peut-être quelque peu cavalier pour la mémoire d'Arnold Gehlen, mais rappelons qu'il a tout de même soutenu la répression soviétique de Prague. C'est en soi peut-être une énigme quant à son conservatisme sur laquelle, pour ma part, je terminerai. C'est peut-être son point faible. D'avoir aussi, par sa théorie des institutions, légitimé une certaine forme de technobureaucratie comme un moindre mal. Certainement. Bon, mais en revanche, tout ce qui est de l'ordre de sa conception de l'homme, vraiment, c'est d'une validité incroyable aujourd'hui. Assurément remarquable. Cette émission se termine. Merci beaucoup Alain de Benoît, merci beaucoup François Poncet, Benjamin Demêlé. J'espère que nous vous aurons donné envie de découvrir les œuvres d'Arnold Gehlen et de vous plonger en particulier dans Morale et Hypermorale, mais aussi dans le dernier numéro de Nouvelle École, donc, qui est consacré à ce sociologue, philosophe, anthropologue, dont j'espère qu'on nous aura permis de cerner la grande originalité. Merci à vous tous et à très bientôt.